Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 11. Suite. Mais voilà qu'un samedi matin, elle reçut une lettre de Paul annonçant qu'il ne viendrait pas le lendemain parce que des amis avaient organisé une partie de plaisir à laquelle il était invité. Elle fut torturée d'angoisse pendant toute la journée du dimanche, comme sous la menace d'un malheur. Puis, le jeudi n'y tenant plus, elle partit pour Le Havre. Il lui parut changé sans qu'elle se rendît compte en quoi. Il semblait animé, parler d'une voix plus mâle. Et soudain il lui dit, comme une chose toute naturelle, « Sais-tu, maman, puisque tu es venue aujourd'hui, je n'irai pas au peuple dimanche prochain parce que nous recommençons notre fête. » Elle resta toute saisie, suffoquée, comme s'il eût annoncé qu'il partait pour le nouveau monde. Puis, quand elle put enfin parler, « Oh, poulet, qu'as-tu? Dis-moi, que se passe-t-il » Il se mit à rire et l'embrassa. « Mais rien de rien, maman, je vais m'amuser avec des amis, c'est de mon âge. » Elle ne trouva pas un mot à répondre, et quand elle fut toute seule dans la voiture, des idées singulières l'assaillirent. Elle ne l'avait plus reconnu, son poulet, son petit poulet de jadis. Pour la première fois, elle s'apercevait qu'il était grand, qu'il n'était plus à elle, qu'il allait vivre de son côté sans s'occuper des vieux. Il lui semblait qu'en un jour, il s'était transformé. Quoi, c'était son fils, son pauvre petit enfant qui lui faisait autrefois repiquer des salades, ce fort garçon barbu dont la volonté s'affirmait? Et pendant 3 mois, Paul ne vint voir ses parents que de temps en temps, toujours hanté d'un désir évident de repartir au plus vite, cherchant chaque soir à gagner 1 heure. Jeanne s'effrayait, et le baron sans cesse la consolait en répétant « Laisse-le faire, il a 20 ans ce garçon. » Mais un matin, un vieil homme assez mal vêtu demanda en français d'Allemagne « Madame la vicomtesse » et après beaucoup de saluts cérémonieux, il tira de sa poche un portefeuille sordide en déclarant « J'ai un petit papier pour vous » et il tendit en le dépliant un morceau de papier graisseux. Elle lut, relut, regarda le juif, relut encore et demanda « Qu'est-ce que cela veut dire ?» L'homme obséquieux expliqua « Je vais vous dire. Votre fils a fait besoin d'un peu d'argent et comme j'ai ça fait que vous êtes une bonne mère, je lui ai prêté petite chose pour son besoin. » Elle tremblait, mais pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé à moi? Le juif expliqua longuement qu'il s'agissait d'une dette de jeu devant être payée le lendemain avant midi, que Paul n'étant pas encore majeur, personne ne lui aurait rien prêté et que son honneur était compromise dans les bédits services obligeants qu'il avait rendus à ce jeune homme. Jeanne voulait appeler le baron, mais elle ne pouvait se lever tant l'émotion la paralysait. Enfin, elle dit à l'usurier « Voulez-vous avoir la complaisance de sonner ?» Il hésitait, craignant une ruse. Il balbutia « Si je vous chaîne, je reviendrai. » Elle remua la tête pour dire non. Elle sonna, et ils attendirent muets l'un en face de l'autre. Quand le baron fut arrivé, il comprit tout de suite la situation. Le billet était de 1500 francs. Il en paya 1000 en disant à l'homme entre les yeux « Surtout ne revenez pas ». L'autre remercia, salua et disparut. Le grand-père et la mère partirent aussitôt pour Le Havre, mais en arrivant au collège, ils apprirent que depuis 1 mois, Paul n'y était point venu. Le principal avait reçu 4 lettres signées de Jeanne pour annoncer un malaise de son élève, et ensuite pour donner des nouvelles. Chaque lettre était accompagnée d'un certificat de médecin, le tout faux naturellement. Ils furent atterrés, et ils restaient là, se regardant. Le principal, désolé, les conduisit chez le commissaire de police. Les 2 parents couchèrent à l'hôtel. Le lendemain, on retrouva le jeune homme chez une fille entretenue de la ville. Son grand-père et sa mère l'emmenèrent au peuple sans qu'un mot fût échangé entre eux tout le long de la route. Jeanne pleurait, la figure dans son mouchoir. Paul regardait la campagne d'un air indifférent. En 8 jours, on découvrit que pendant les 3 derniers mois, il avait fait 15 000 francs de dettes. Les créanciers ne s'étaient point montrés d'abord, sachant qu'il serait bientôt majeur. Aucune explication n'eut lieu. On voulait le reconquérir par la douceur. On lui faisait manger des mets délicats, on le choyait, on le gâtait. C'était au printemps. On lui loua un bateau à Yport malgré les terreurs de Jeanne pour qu'il pût faire des promenades en mer. On ne lui laissait point de cheval de crainte qu'il n'allât au Havre. Il demeurait désœuvré, irritable, parfois brutal. Le baron s'inquiétait de ses études incomplètes. Jeanne, affolée à la pensée d'une séparation, se demandait cependant ce qu'on allait faire de lui. Un soir, il ne rentra pas. On apprit qu'il était sorti en barque avec 2 matelots. Sa mère, éperdue, descendit nu-tête jusqu'à Yport dans la nuit.
Quelques hommes attendaient sur la plage la rentrée de l'embarcation. Un petit feu apparut au large. Il approchait en se balançant. Paul ne se trouvait plus à bord. Il s'était fait conduire au Havre. La police eut beau le rechercher, elle ne le trouva pas. La fille, qui l'avait caché une première fois, avait aussi disparu, sans laisser de traces, son mobilier vendu et son terme payé. Dans la chambre de Paul, au peuple, on découvrit 2 lettres de cette créature qui paraissait folle d'amour pour lui. Elle parlait d'un voyage en Angleterre, ayant trouvé les fonds nécessaires, disait-elle. Et les 3 habitants du château vécurent, silencieux et sombres, dans l'enfer morne des tortures morales. Les cheveux de Jeanne, gris déjà, étaient devenus blancs. Elle se demandait naïvement pourquoi la destinée la frappait ainsi. Elle reçut une lettre de l'abbé Tolbiac. « Madame, la main de Dieu s'est appesantie sur vous. Vous lui avez refusé votre enfant, il vous l'a pris à son tour pour le jeter à une prostituée. N'ouvrirez-vous pas les yeux à cet enseignement du ciel? La miséricorde du Seigneur est infinie. Peut-être vous pardonnera-t-il si vous revenez vous agenouiller devant lui. Je suis son humble serviteur, je vous ouvrirai la porte de sa demeure quand vous y viendrez frapper. » Elle demeura longtemps avec cette lettre sur les genoux. C'était vrai peut-être ce que disait le prêtre. Et toutes les incertitudes religieuses se mirent à déchirer sa conscience. Dieu pouvait-il être vindicatif et jaloux comme les hommes? Mais s'il ne se montrait pas jaloux, personne ne le craindrait, personne ne l'adorerait plus. Pour se faire mieux connaître à nous, sans doute, il se manifestait aux humains avec leurs propres sentiments. Et le doute lâche qui pousse aux églises les hésitants, les troublés, entrant en elle courut furtivement un soir à la nuit tombante jusqu'au presbytère, et s'agenouillant aux pieds du maigre abbé sollicita l'absolution. Il lui promit un demi-pardon, Dieu ne pouvant déverser toutes ses grâces sur un toit qui recouvrait un homme comme le baron. « Vous sentirez bientôt, affirma-t-il, les effets de la divine mansuétude. » Elle reçut en effet 2 jours plus tard une lettre de son fils et la considéra, dans l'affolement de sa peine, comme le début des soulagements promis par l'abbé. « Ma chère maman, n'aie pas d'inquiétude, je suis à Londres en bonne santé, mais j'ai grand besoin d'argent. Nous n'avons plus un sou et nous ne mangeons pas tous les jours. Celle qui m'accompagne et que j'aime, de toute mon âme, a dépensé tout ce qu'elle avait pour ne pas me quitter. 5 000 francs. Et tu comprends que je suis engagé d'honneur à lui rendre cette somme d'abord. Tu serais donc bien aimable de m'avancer une 15aine de 1 000 francs sur l'héritage de papa, puisque je vais être bientôt majeur. Tu me tireras d'un grand embarras. Adieu ma chère maman, je t'embrasse de tout mon cœur, ainsi que grand-père et tante Lison. J'espère te revoir bientôt, ton fils, vicomte Paul de Lamare. » Il lui avait écrit, donc il ne l'oubliait pas. Elle ne songea point qu'il demandait de l'argent. On lui en enverrait puisqu'il n'en avait plus. Qu'importait l'argent, il lui avait écrit. Et elle courut en pleurant porter cette lettre au baron. Tante Lison fut appelée et on relut mot à mot ce papier qui parlait de lui. On en discuta chaque terme. Jeanne, sautant de la complète désespérance à une sorte d'enivrement d'espoir, défendait Paul. « Il reviendra, il va revenir puisqu'il écrit. » Le baron plus calme prononça. « C'est égal, il nous a quittés pour cette créature, il l'aime donc mieux que nous puisqu'il n'a pas hésité. » Une douleur subite et épouvantable traversa le cœur de Jeanne, et tout de suite une haine s'alluma en elle contre cette maîtresse qui lui volait son fils, une haine inapaisable, sauvage, une haine de mère jalouse. Jusqu'alors toute sa pensée avait été pour Paul. À peine songeait-elle qu'une drôlesse était la cause de ses égarements. Mais soudain cette réflexion du baron avait évoqué cette rivale, lui avait révélé la puissance fatale, et elle sentit qu'entre cette femme et elle une lutte commençait, acharnée. Et elle sentait aussi qu'elle aimerait mieux perdre son fils que de le partager avec l'autre. Ils envoyèrent les 15 000 francs et ne reçurent plus de nouvelles pendant 5 mois. Puis un homme d'affaires se présenta pour régler les détails de la succession de Julien. Jeanne et le baron rendirent les comptes sans discuter, abandonnant même l'usufruit qui revenait à la mère. Et rentré à Paris, Paul toucha 120 000 francs. Il écrivit alors 4 lettres en 6 mois, donnant de ses nouvelles en style concis et terminant par de froides protestations de tendresse. « Je travaille, affirmait-il. J'ai trouvé une position à la bourse. J'espère aller vous embrasser quelques jours au peuple, mes chers parents. » Il ne disait pas un mot de sa maîtresse, et ce silence signifiait plus que s'il eût parlé d'elle durant 4 pages.
Jeanne, dans ses lettres glacées, sentait cette femme, embusquée, implacable, ennemie éternelle des mères, la fille. Les trois solitaires discutaient sur ce qu'on pouvait faire pour sauver Paul, et ils ne trouvaient rien. Un voyage à Paris, à quoi bon? Le baron disait « Il faut laisser s'user sa passion. Il nous reviendra tout seul. » Et leur vie était lamentable. Jeanne et Lison allaient ensemble à l'église, en se cachant du baron. Un temps assez long s'écoula sans nouvelles, puis un matin, une lettre désespérée les terrifia. « Ma pauvre maman, je suis perdue. Je n'ai plus qu'à me brûler la cervelle si tu ne viens pas à mon secours. Une spéculation qui présentait pour moi toutes les chances de succès vient d'échouer, et je dois 85 000 francs. C'est le déshonneur si je ne paie pas, la ruine, l'impossibilité de rien faire désormais. Je suis perdue. Je te le répète, je me brûlerai la cervelle plutôt que de survivre à cette honte. Je l'aurais peut-être fait déjà, sans les encouragements d'une femme dont je ne parle jamais et qui est ma providence. Je t'embrasse du fond du cœur, ma chère maman. C'est peut-être pour toujours. Adieu, Paul. » Des liasses de papier d'affaires jointes à cette lettre donnaient des explications détaillées sur le désastre. Le baron répondit poste pour poste qu'on allait aviser. Puis il partit pour Le Havre afin de se renseigner, et il hypothéqua des terres pour se procurer de l'argent qui fut envoyé à Paul. Le jeune homme répondit 3 lettres de remerciement enthousiastes et de tendresse passionnée, annonçant sa venue immédiate pour embrasser ses chers parents. Il ne vint pas. Une année entière s'écoula. Jeanne et le baron allaient partir pour Paris afin de le trouver et de tenter un dernier effort quand on apprit par un mot qu'il était à Londres de nouveau, montant une entreprise de paquebot à vapeur sous la raison sociale Paul de la Mare et Cy. Il écrivait « C'est la fortune assurée pour moi, peut-être la richesse, et je ne risque rien. Vous voyez d'ici tous les avantages. Quand je vous reverrai, j'aurai une belle position dans le monde. Il n'y a que les affaires pour se tirer d'embarras aujourd'hui. » 3 mois plus tard, la compagnie de paquebots était mise en faillite et le directeur poursuivi pour irrégularité dans les écritures commerciales. Jeanne eut une crise de nerfs qui dura plusieurs heures, puis elle prit le lit. Le baron repartit au Havre, s'informa, vit des avocats, des hommes d'affaires, des avoués, des huissiers, constata que le déficit de la société de la Mare était de 235 000 francs, et il hypothéqua de nouveau ses biens. Le château des peuples et les 2 fermes furent grévés pour une grosse somme. Un soir, comme il réglait les dernières formalités dans le cabinet d'homme d'affaires, il roula sur le parquet frappé d'une attaque d'apoplexie. Jeanne fut prévenue par un cavalier. Quand elle arriva, il était mort. Elle le ramena au peuple, tellement anéanti que sa douleur était plutôt de l'engourdissement que du désespoir. L'abbé Tolbiac refusa au corps l'entrée de l'église, malgré les supplications éperdues des 2 femmes. Le baron fut enterré à la nuit tombante, sans cérémonie aucune. Paul connut l'événement par un des agents liquidateurs de sa faillite. Il était encore caché en Angleterre. Il écrivit pour s'excuser de n'être point venu, ayant appris trop tard le malheur. D'ailleurs, maintenant que tu m'as tiré d'affaire, ma chère maman, je rentre en France et je t'embrasserai bientôt. Jeanne vivait dans un tel affaissement d'esprit qu'elle ne semblait plus rien comprendre. Et vers la fin de l'hiver, tante Lison, âgée alors de 68 ans, eut une bronchite qui dégénéra en fluxion de poitrine, et elle expira doucement en balbutiant « Ma pauvre petite Jeanne, je vais demander au bon Dieu qu'il ait pitié de toi. » Jeanne la suivit au cimetière, vit tomber la terre sur le cercueil, et comme elle s'affaissait avec l'envie au cœur de mourir aussi, de ne plus souffrir, de ne plus penser, une forte paysanne la saisit dans ses bras et l'emporta comme elle l'eût fait d'un petit enfant. En rentrant au château, Jeanne, qui venait de passer 5 nuits au chevet de la vieille fille, se laissa mettre au lit sans résistance par cette campagnarde inconnue qui la maniait avec douceur et autorité, et elle tomba dans un sommeil d'épuisement, accablée de fatigue et de souffrance. Elle s'éveilla vers le milieu de la nuit, une veilleuse brûlait sur la cheminée, une femme dormait dans un fauteuil. Qui était cette femme ? Elle ne la reconnaissait pas, et elle cherchait, s'étant penchée au bord de sa couche pour bien distinguer ses traits, sous la lueur tremblotante de la mèche flottant sur l'huile dans un verre de cuisine. Il lui semblait pourtant qu'elle avait vu cette figure. Mais quand ? Mais où ? La femme dormait paisiblement, la tête inclinée sur l'épaule, le bonnet tombé par terre. Elle pouvait avoir 40 ou 45 ans. Elle était forte, colorée, carrée, puissante. Ses larges mains pendaient des 2 côtés du siège. Ses cheveux grisonnaient.
Jeanne la regardait obstinément dans ce trouble d'esprit du réveil après le sommeil fiévreux qui suit les grands malheurs. Certes, elle avait vu ce visage. Était-ce autrefois? Était-ce récemment? Elle n'en savait rien et cette obsession l'agitait, l'énervait. Elle se leva doucement pour regarder de plus près la dormeuse, et elle s'approcha sur la pointe des pieds. C'était la femme qui l'avait relevée au cimetière puis couchée. Elle se rappelait cela confusément. Mais l'avait-elle rencontrée ailleurs, à une autre époque de sa vie, ou bien la croyait-elle reconnaître seulement dans le souvenir obscur de la dernière journée? Et puis, comment était-elle là, dans sa chambre? Pourquoi? La femme souleva sa paupière, aperçut Jeanne et se dressa brusquement. Elle se trouvait face à face, si près que leurs poitrines se frôlaient. L'inconnu grommela. « Comment? Vous v'là debout? Vous allez attraper mal à cette heure. Voulez-vous bien vous recoucher ?» Jeanne demanda. « Qui êtes-vous » Mais la femme, ouvrant les bras, la saisit, l'enleva de nouveau et la reporta sur son lit avec la force d'un homme. Et comme elle la reposait doucement sur ses draps, penchée, presque couchée sur Jeanne, elle se mit à pleurer en l'embrassant éperdument sur les joues, dans les cheveux, sur les yeux, lui trempant la figure de ses larmes, et balbutiant « Ma pauvre maîtresse, Mamselle Jeanne, ma pauvre maîtresse, vous ne me reconnaissez donc point ?» Et Jeanne s'écria « Rosalie, ma fille !» Et lui jetant les deux bras au cou, elle l'étreignit en la baisant, et elles sanglotaient toutes les deux enlacées étroitement, mêlant leurs pleurs, ne pouvant plus desserrer leurs bras. Rosalie se calma la première. « Allons, faut être sage, dit-elle, et ne pas attraper froid. » Et elle ramassa les couvertures, reborda le lit, replaça l'oreiller sous la tête de son ancienne maîtresse qui continuait à suffoquer, toute vibrante de vieux souvenirs surgis en son âme. Elle finit par demander « Comment es-tu revenue, ma pauvre fille ?» Rosalie répondit « Pardi, est-ce que j'allais vous laisser comme ça, toute seule, maintenant ?» Jeanne reprit « Allume donc une bougie que je te vois. » Et quand la lumière fut apportée sur la table de nuit, elles se considérèrent longtemps, sans dire un mot. Puis Jeanne, tendant la main à sa vieille bonne, murmura « Je ne t'aurais jamais reconnue, ma fille. Tu es bien changée, sais-tu, mais pas tant que moi encore. » Et Rosalie, contemplant cette femme à cheveux blancs, maigre et fanée, qu'elle avait quittée jeune, belle et fraîche, répondit « Ça c'est vrai que vous êtes changée, Madame Jeanne, et plus que de raison. Mais songez aussi que v'là 24 ans que nous ne nous sommes pas vus. » Et elles se turent, réfléchissant de nouveau. Jeanne enfin balbutia. « As-tu été heureuse au moins ?» Et Rosalie, hésitant dans la crainte de réveiller quelques souvenirs trop douloureux, bégayait. « Mais... oui, oui, madame. J'ai pas trop à me plaindre, j'ai été plus heureuse que vous, pour sûr. Il n'y a qu'une chose qui m'a toujours gâté le cœur, c'est de ne pas être restée ici. » Puis elle se tut brusquement, saisie d'avoir touché à cela sans y songer. Mais Jeanne reprit avec douceur. « Que veux-tu, ma fille? On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu es veuve aussi, n'est-ce pas ?» Puis une angoisse fit trembler sa voix, et elle continua. « As-tu d'autres enfants ?»« Non, madame. »« Et lui, ton fils, qu'est-ce qu'il est devenu? En es-tu satisfaite ?» « Oui, madame, c'est un bon gars qui travaille d'attaque. Il s'est marié v'là 6 mois, et il prend ma ferme donc, puisque me v'là revenu avec vous. » Jeanne, tremblant d'émotion, murmura. « Alors tu ne me quitteras plus, ma fille ?» Et Rosalie, d'un ton brusque. « Pour sûr, madame, que j'ai pris mes dispositions pour ça. » Puis elles ne parlèrent pas de quelque temps. Jeanne, malgré elle, se remettait à comparer leurs existences, mais sans amertume au cœur. Résignée maintenant aux cruautés injustes du sort, elle dit « Ton mari, comment a-t-il été pour toi ? Oh, c'était un brave homme, madame, et pas feignant, qui a su amasser du bien. Il est mort du mal de poitrine. » Alors Jeanne, s'asseyant sur son lit, envahie d'un besoin de savoir. « Raconte-moi tout, ma fille, toute ta vie, cela me fera du bien aujourd'hui. » Et Rosalie, approchant une chaise, s'assit et se mit à parler d'elle, de sa maison, de son monde, entrant dans les menus détails chers aux gens de campagne, décrivant sa cour, riant parfois de choses anciennes déjà, qui lui rappelaient de bons moments passés, haussant le ton peu à peu, enfermière habituée à commander. Elle finit par déclarer « Oh, j'ai du bien au soleil, aujourd'hui. Je ne crains rien. » Puis, elle se troubla encore et reprit plus bas. « C'est à vous que je dois ça tout de même. Aussi, vous savez que je ne veux pas de gage. »« Ah mais non, ah mais non. Et puis, si vous voulez point, je m'en vas. » Jeanne reprit. « Tu ne prétends pourtant pas me servir pour rien. »
Ah, mais que oui, madame, de l'argent, vous me donneriez de l'argent, mais j'en ai quasiment autant que vous. Savez-vous seulement ce qui vous reste avec tous vos gribouillis d'hypothèques et d'empruntages et d'intérêts qui ne sont pas payés et qui s'augmentent à chaque terme? Savez-vous? Non, n'est-ce pas? Eh bien, je vous promets que vous n'avez seulement plus 10 000 livres de revenus. Pas 10 000, entendez-vous? Mais je vais vous régler tout ça et vite encore. Elle s'était remise à parler haut, s'emportant, s'indignant de ses intérêts négligés, de cette ruine menaçante. Et comme un vague sourire attendri passait sur la figure de sa maîtresse, elle s'écria révoltée. « Il ne faut pas rire de ça, madame, parce que sans argent, il n'y a plus que des manants. » Jeanne lui reprit les mains et les garda dans les siennes, puis elle prononça lentement, toujours poursuivie par la pensée qui l'obsédait. « Oh, moi, je n'ai pas eu de chance. Tout a mal tourné pour moi. La fatalité s'est acharnée sur ma vie. » Mais Rosalie hocha la tête. « Faut pas dire ça, madame, faut pas dire ça. Vous avez mal été mariée, v'là tout. On ne se marie pas comme ça aussi, sans seulement connaître son prétendu. » Et elles continuèrent à parler d'elle, ainsi qu'auraient fait de vieilles amies. Le soleil se leva, comme elles causaient encore. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.